Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Dans ce nouvel épisode, nous avons voulu mettre en lumière un parcours inspirant, d'autant plus à l'issue d'une session d'examen parfois difficile. Un parcours qui rappelle que rien n'est jamais joué à l'avance. Aujourd'hui, nous recevons Éléonore Simonet, ministre fédérale des classes moyennes, des indépendants et des PME. Comment passe-t-on des auditoires universitaires aux plus hautes responsabilités politiques? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je suis Eva et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éléonore Simonet. Bonjour Eva, merci beaucoup de l'invitation et bonjour le Bluecast. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, si vous deviez vous présenter en quelques mots à quelqu'un qui vous rencontre pour la première fois, que diriez-vous? Eh bien, je lui dirais que voilà, je m'appelle Éléonore, j'ai 28 ans, je suis bruxelloise et depuis maintenant un an tout pile, j'ai la chance d'être ministre fédérale des classes moyennes, des indépendants et des PME. Moi, je suis une bruxelloise de la génération 2026 qui est intéressée par la politique depuis maintenant des dizaines d'années. Mon engagement, mon militantisme date de longtemps au sein des jeunes MR et du MR. Et je suis tout simplement une jeune femme qui aime croquer la vie à pleines dents, qui aime les petits restos, les verres, la politique, l'avocature, puisque ça reste mon métier. Je suis avocate de formation et ministre depuis maintenant un an. Quand on regarde votre parcours, on a l'impression que tout s'est accéléré très vite. Comment est-ce que vous résumeriez ces dernières années? Tout à fait, c'est allé très vite, ce serait mentir que de dire le contraire. Moi, j'ai étudié le droit à Saint-Louis et puis à Louvain-la-Neuve, droit civil et pénal, pour au final m'inscrire au barreau parce que c'était mon souhait de commencer l'avocature. Je suis rentrée au barreau en 2022 dans un cabinet de droit bruxellois en droit des sociétés. Et voilà, j'avais cette passion pour la politique depuis longtemps, mais j'avais estimé à l'époque que je voulais terminer mes études, commencer ma vie professionnelle avant de me porter candidate aux élections. Et en juin 2024, je me suis présentée sur la liste régionale bruxelloise. J'ai eu la chance, grâce aux Bruxelloises et Bruxellois, d'être élue. Malgré mon avant-dernière place, j'étais 71e sur 72. J'ai, pendant ces premiers mois, su alterner ma vie d'avocate et mon mandat, parce que c'est pas un métier, mon mandat de députée, j'arrivais à allier les deux choses. Et puis c'est allé très vite parce qu'un soir du 2 février 2025, à 23h30, mon président de parti m'a appelé pour devenir ministre des Indépendants. Ce que j'ai accepté avec la plus grande humilité, la plus grande responsabilité. Et oui, en à peine 2 ans, ma vie a quelque peu changé. Vous avez dit que vous avez fait des études de droit puisque vous étiez avocate. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours en droit et les défis que vous y avez rencontrés? Alors mon parcours en droit, il ne faut pas croire que ça a été complètement linéaire. J'ai commencé le droit sans spécialement... j'avais envie de faire le droit, mais pas avec une grande motivation. Je vais être très claire, à 18 ans, je sortais de l'école et je pense a posteriori qu'il aurait été bon que j'aille voguer un peu, que ce soit à l'étranger ou en Belgique, mais que je me fasse la main, les langues, que je parte vraiment un an, refaire une réto, je n'en sais rien. On connaît toutes et tous quelqu'un qui est parti après ses études. Je me suis lancée en droit et je vais être très claire, je n'étais pas encore prête. Ça ne m'intéressait pas spécialement la première année. J'avais un peu un poil dans la main. Et ce n'est que tout simplement en ratant ma première année, j'ai doublé ma première année. Je pense vraiment que ça a été formateur pour moi. Je reprends parfois l'expression de Nelson Mandela et ça me suit maintenant. C'est je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Et bien là, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné, mais j'ai appris. J'ai recommencé une deuxième année en droit à Saint-Louis. Ça m'a beaucoup plu, je me suis intéressée, c'est tout simplement connaître au mieux les structures de notre État. J'avais déjà l'avocature dès la première, deuxième année qui poussait en moi. Et puis après, ça s'est mieux passé, le bachelier s'est enchaîné. Le master a été un moment révélateur pour moi, extraordinaire, malgré le Covid. Et puis ça s'est conclu par un Erasmus à Vienne, donc j'en garde de mon parcours universitaire des très bons souvenirs, mais dire aussi aux étudiants qui ont pu connaître peut-être une période un peu plus difficile là en sortant des études, que l'échec ou la réorientation n'est pas une fin en soi. On apprend beaucoup des chutes. En repensant à votre parcours universitaire, quelles compétences acquises pendant vos études continuent de vous servir quotidiennement? Avec le droit, je dirais l'esprit de synthèse, d'engranger beaucoup d'informations, arriver très rapidement à les synthétiser. On ne va pas se le cacher qu'avoir une compétence en lecture, analyse de textes juridiques, ça m'aide personnellement à porter des projets de loi au sein du gouvernement fédéral. Mais je dirais juste que c'est vraiment une formation de l'esprit, de synthèse, de droit au but. J'en garde une certaine discipline. Vous avez été diplômée il y a à peine 3 ou 4 ans. Comment s'opère le passage du statut d'étudiante à celui de jeune professionnelle?
Alors moi, comment ça s'est fait? En fait, pour tout vous dire, je ne voulais pas du tout qu'il y ait un délai entre, ma diplomation et l'entrée au barreau de Bruxelles. Donc je me suis, très, très vite, mise à chercher, un stage, un cabinet d'avocat dans lequel, je pourrais exercer. Donc pour la petite anecdote, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais alors que j'étais encore en dernière année de master, j'ai, postulé dès le premier quadri et pour, au final savoir que j'étais engagée, en décembre pour pouvoir travailler en septembre de l'année d'après. Donc je voulais vraiment qu'à la fin de mes études, toutes les choses soient bouclées, que j'ai mon stage, mon maître de stage et que je puisse commencer et surtout passer un Erasmus au calme à Vienne, à profiter et pas me dire zut, il faudrait qu'en plus de mon mémoire que j'ai pas encore commencé, il faudrait qu'en plus je trouve un job. Donc ça s'est fait de manière très smooth. Je suis entrée dans un cabinet d'avocats en droit des sociétés à Bruxelles. On était environ 40 à 50 avocats, donc une structure moyenne avec voilà, un véritable accompagnement, que ce soit de la part des partenaires, des consuls, c'est tout ce jargon-là que tu vas peut-être découvrir, Eva. Je ne sais pas si tu vas te lancer dans l'avocature, mais je t'invite à le faire. Donc le passage s'est fait de manière très très souple. C'était des heures, voilà, je travaillais déjà beaucoup au contact des entreprises. Je m'occupais de fusion, d'acquisition, de tout simplement, je sais pas moi, de conventions d'actionnaires. J'avais déjà un pas bien ancré au contact de nos entrepreneurs belges, mais aussi internationaux. Et le passage s'est fait de manière très smooth avec le début du stage au sein du barreau, les cours CAPA, l'aide juridique, les examens de plaidoirie et c'est surtout beaucoup de rencontres en fait. Pour moi, ce sont des très belles années de sortir de l'âge étudiant, de commencer sa vie active, d'avoir un peu de pouvoir d'achat, hein, de travailler, de pouvoir sortir, se payer ses concerts le week-end. Ça fait partie des très très belles années que je souhaite de vivre à grand nombre de nos étudiants et notamment des étudiants en droit. Comme vous m'avez dit précédemment, vous étiez encore avocate stagiaire au moment de votre entrée au Parlement. Comment est-ce que vous avez vécu ce double statut? Eh bien, j'étais toujours avocate stagiaire et les élections, c'était donc en juin 2024. Au vu de ma place qu'on m'avait attribuée, j'étais 71e sur 72e. Comme on dit dans le jargon politique, il faut faire ses voix. Il faut battre le pavé, et il faut y aller avec les dents. Et si vous avez la motivation, vous faites campagne. Et donc, je me suis retrouvée à aller demander à mon patron, comme j'aimais l'appeler à l'époque, mon maître de stage, écoute, tu sais que je travaille beaucoup pour le cabinet. Moi, j'aimerais bien te demander que pendant les 2 mois de campagne, je puisse un peu lever le pied sur mes dossiers, pouvoir un peu déléguer ce que je faisais à l'heure actuelle, sans mettre non plus à mal le cabinet, et que je puisse, battre le pavé et aller faire campagne. Et il m'a dit une chose, d'accord, je te lâche un peu du lest, fais campagne, mais tu me promets une chose, c'est que tu la fais à fond. Et donc, j'ai été élue députée. Je lui avais promis à mon patron que j'étais élue. Voilà, les élections, c'était le 9 juin, les résultats. J'avais promis le 10 juin, à 9h du matin, je suis au cabinet. C'est ce que j'ai fait. Je ne dis pas que j'étais dans mon état normal, parce qu'il y avait 2 mois de campagne qui étaient passés par là. Une soirée quand même de célébration, parce qu'à Bruxelles, je le répète, on est premier parti suite aux élections bruxelloises. 100 000 électeurs qui nous ont fait confiance. Et j'y suis arrivée le 10 juin. Et tout de suite, les choses se sont mises en place très naturellement. J'ai pu allier ma fonction de députée bruxelloise dans les commissions affaires intérieures. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la sécurité et également au logement, parce que je trouve qu'en 2026, tout le monde doit pouvoir avoir accès à un logement de qualité et à un prix accessible. Et à côté de cela, je pouvais continuer mon stage au sein du cabinet dans lequel j'exerçais depuis plus de 2 ans. Et voilà, je vous dis pas que les soirées étaient parfois très festives. Je travaillais beaucoup, les week-ends compris, mais j'ai jamais eu peur de travailler, ce que je continue à faire. Et j'ai pu vraiment, pendant 7 mois, avoir la possibilité d'allier les deux choses. Ma fonction de députée et mon métier d'avocate. Jusqu'au 2 février, quand on devient ministre, oui, effectivement, j'ai dû lever le pied du monde privé. On va pas se le cacher. C'est ça, devenir ministre, ça demande encore une implication supplémentaire. Ça doit être compliqué d'allier l'avocature et ça. Oui, et puis aussi, je vais être très claire, mon maître de stage m'a tout de suite dit félicitations. Il a vu, je pense, parce que moi je l'ai découvert aussi le 3 février en allant prêter serment au palais, que j'allais devenir ministre. Je ne le savais pas, je l'ai appris quelques heures avant. Mon maître de stage l'a vu à la radio, il m'a tout de suite félicité, mais tout de suite dit aussi que les choses n'allaient pas être compatibles, parce qu'il y a aussi certains conflits d'intérêts. Moi, je ne peux pas à la fois m'occuper d'intérêts privés au sein du cabinet et retrouver certaines entreprises après au niveau sur la table du Conseil des ministres. Donc c'était bien normal de lever le pas, mais ça reste mon métier et j'y reviendrai. Moi, le barreau, c'est mon métier. Je suis avocate. Ministre, ce n'est pas un métier, c'est pendant un laps de temps des responsabilités données que j'ai acceptées. Mais le barreau est toujours bien au fond de mon cœur et je retournerai très certainement à mes premiers amours. Et justement, être ministre fédéral à un âge où beaucoup débutent à peine leur carrière, est-ce un atout ou un défi supplémentaire? Moi, j'ai toujours voulu faire de cette jeunesse une force.
Il faut pas oublier que voilà, j'utilise cette expression pas très très jolie, mais j'ai pas l'impression qu'il faille avoir 2 pieds dans la tombe pour pouvoir s'engager en politique. On représente quand même toutes et tous en tant que jeunes une frange importante de la population, qui a des nouvelles idées, qui a un vent de fraîcheur, qui a des autres combats, qui a peut-être voilà, un avis différent de ce qui a pu être fait pendant les 10 dernières années. Donc moi j'en fais une force de pouvoir être vraiment l'avocate des indépendants et des PME, notamment les plus jeunes. Vous savez, on a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par le monde de l'entrepreneuriat et je trouve ça très positif. On a des startups, des scale-up. Moi, j'en fais une force. Bien entendu, il faut parfois pas regarder trop les commentaires qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de misogynie, beaucoup de faut arrêter d'être dans les jupes de sa mère, etc. Bon, écoutez, je continue d'avancer et le seul moyen de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Exactement. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de devoir en faire davantage en raison de votre jeunesse ou de la rapidité avec laquelle vous avez progressé? Vu qu'il n'y a pas d'école comment être ministre, je ne sais pas ce que c'est d'être ministre comme je l'étais à 27 et je ne sais pas comment c'est de le découvrir quand on en a 57, par exemple. Donc je pense que j'aurais tout autant travaillé. J'ai travaillé dès le premier jour parce que à un moment, il faut constater les choses. En 2026, on sait que la croissance et l'économie, voilà, au vu du contexte géopolitique et autres internationaux, on sait qu'on doit mettre les bouchées doubles pour pour remettre et relancer l'économie ici en Belgique, pour diminuer les dépenses de l'État et augmenter aussi les recettes, notamment en incitant plus de gens qui sont en capacité de le faire à travailler. Donc, je pense que à tout âge, je me serais autant battue pour proposer des propositions et des solutions concrètes aux constats que je peux faire pour nos indépendants et nos PME. On m'a souvent posé cette question-là. Voilà, vous êtes au sein d'un gouvernement fédéral avec, par exemple, Frank Vandenbroek, le ministre de la Santé, qui a 43 ans de plus que moi. Eh bien non, il ne m'a jamais fait ressentir mon âge comme étant un défaut ou un désavantage. Pas du tout. Je suis ministre au même titre que des hommes ou des femmes plus âgés. Et comment gère-t-on la pression et l'exposition médiatique quand on débute sa vie professionnelle? Parce que vous avez quand même été propulsé à un poste très rapidement et en étant assez jeune. Tout à fait. C'est moi, pour la petite anecdote, je n'étais pas du tout quelqu'un de médiatique, si je veux dire, même au niveau des réseaux sociaux. Avant de faire campagne, je n'avais même pas Instagram. Je pense, dans ma génération de jeunes femmes de 28 ans, est assez rare et j'utilisais mon Facebook une fois l'an. Donc, c'est un bouleversement de se retrouver dans les médias. Je ne vais pas vous cacher que je me souviendrai toute ma vie de ma première interview, la première semaine de mon entrée en fonction sur RTL. Moi, j'étais un peu déconnectée de la réalité quand j'ai appris qu'il y avait 435 000 auditeurs qui se retrouvaient devant leur télévision sur RTL à 19h le mercredi soir. Honnêtement, je pense que si j'avais su le nombre, j'aurais été beaucoup plus tracassée d'y aller. C'est un chamboulement. On est aussi dans un monde où les médias, les téléphones se baladent partout. C'est à 28 ans, on perd peut-être une certaine insouciance, je vais être tout à fait honnête, de voilà, être avec des amis dans un bar, sur une terrasse, à danser. Peut-être que j'y réfléchis plus maintenant parce qu'on est ministre en fait H24. Alors je ne pense pas du tout avoir changé, je le revendique, d'être une jeune femme qui doit vivre dans sa réalité avec mes amis qui sont de cette génération où, je ne sais pas, le week-end passé, moi j'étais une baby shower. C'est tout simplement vivre dans son temps, mais c'est un chamboulement de se dire que voilà, on peut apparaître très rapidement pour certaines choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas, ou qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qu'on peut se retrouver à 28 ans dans les médias. Je ne m'y attendais pas, c'est peut-être pas l'aspect que je préfère dans cette fonction, mais je l'assume parce que de toute façon, il faut tout simplement expliquer les réformes et pourquoi on bosse. Il faut l'expliquer au plus grand nombre, dans les journaux, dans la presse, et je continuerai à aller expliquer les mesures que je prends. Vous parliez du nombre d'auditeurs sur RTL qui est quand même très conséquent. Y a-t-il eu un moment particulier où vous avez pris conscience du poids de votre fonction? Le poids de la fonction, j'en prends conscience tous les jours. J'en prends conscience dans le fait que les mesures que je propose et qui sont validées au sein du gouvernement eh bien, concernent toutes et tous, chacun dans leur quotidien. J'en prends conscience quand, par exemple, j'ai décidé, parce que j'en avais marre de cette discrimination entre une femme salariée et femme indépendante qui est maman, qui va accoucher, eh bien, j'ai décidé, et ça a été validé par le gouvernement, que le congé de maternité d'une indépendante soit maintenant égal à celui d'une salariée, qu'elle puisse bénéficier, comme d'une salariée, si l'indépendante le souhaite et qu'elle en a la possibilité, de 15 semaines de repos de maternité comme une salariée. Et ça, c'est une proposition que j'avais mûrie depuis des mois et je vois que les choses sont concrètes quand je l'annonce dans
la presse, c'est que dès le lendemain, j'ai une dizaine de messages sur les réseaux sociaux, une vingtaine de mails à mon cabinet qui me dit voilà, merci madame, je suis indépendante, je suis en projet bébé ou alors je suis enceinte de 7 mois. Pourriez-vous me dire quand ce projet de loi pourra-t-il être présenté au Parlement afin que je puisse prendre mes précautions, bref, enfin, que je puisse m'organiser. C'est de voir tous les jours que toutes les actions qu'on mène répondent au quotidien des gens. Et ça, je le remarque tous les jours. Donc le congé de maternité doit être encore voté au Parlement, mais il arrivera très vite. Ce sont toutes des mesures qui ont un impact direct. Ça doit être formidable de voir que les mesures que vous proposez justement puissent être adoptées et qu'elles ont vraiment un impact dans le quotidien des gens. Tout à fait. Et les mesures, vous savez, je ne les prends pas au doigt mouillé comme ça, juste avec le cabinet et l'administration. Moi, j'ai présenté, pour la petite anecdote, sur la table du gouvernement, juste avant la fin de l'année, un plan PME qui reprend 89 mesures très concrètes qui passent du statut social des indépendants à l'accès au marché public, à l'accès au financement, à la simplification administrative, parce que les indépendants en ont beaucoup marre de la paperasse. Et tout ce plan, il n'a pas été fait comme ça, moi, au coin d'une table toute seule. C'est par mes rencontres, c'est par les mails que je reçois, les demandes sur les réseaux sociaux, les interventions, les colloques, les organisations professionnelles, les secteurs que je rencontre au quotidien. Et c'est grâce à eux que ce plan, il se construit. Parce que c'est apporter des solutions concrètes aux besoins concrets des gens. Et c'est le but, c'est le sens même du mandat qui m'a été attribué. Et à quoi ressemble la journée type d'une ministre et comment est-ce que vous parvenez à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie perso? Alors la journée type d'un ministre, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir que il y a déjà des impératifs, on va dire, dans la semaine. Moi, je sais que quasi toutes les semaines, j'aurai une commission au Parlement. Mais ça peut varier de jour en jour, donc souvent c'est le mardi ou le mercredi. Je sais que quasi tous les lundis matins, je suis en conseil du parti au sein du MR. On discute entre ministres, entre chefs de groupe et le président de parti. Je sais que tous les vendredis matins, je suis en conseil des ministres et le jeudi après-midi en séance plénière. Donc voilà, il y a des impératifs, mais à côté de ça, eh bien, se mettent des réunions, que ce soit des réunions internes avec mon administration, avec mon cabinet, que ce soit des réunions à la rencontre des secteurs qui ont des problématiques différentes. Par exemple, tout à l'heure, je serai avec les kinésithérapeutes qui ont des revendications et des demandes. Et puis aussi, c'est beaucoup de terrain. Cet après-midi, je vais aussi, moi, sur le terrain, à Saint-Gilles, à la rencontre de PME et de commerçants. Donc, vous dire comment se passe une journée, ce serait impossible. Mais moi, je vois en tout cas cette législature comme un mix d'interne, de boulot, de rencontres, de parlement, parce que quand on est membre de l'exécutif, on est contrôlé, et à juste titre, par le pouvoir législatif. Et donc, c'est bien normal que nous devions rendre des comptes, si j'ose dire, aux parlementaires. Donc, c'est difficile de vous faire une journée type, mais je peux vous dire que les journées sont longues, les journées sont prenantes, les journées sont captivantes, et qu'au niveau, effectivement, de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore si j'ai trouvé mon rythme de croisière. Ça se passe bien sur le pro, on avance bien. Sur le privé, il serait peut-être parfois temps que je réponde plus à mes amis, mais j'essaye en tout cas après un an de trouver, de m'accorder des petits moments de break en famille, entre amis, parce que ça reste très important. Mais parce que je suis souvent trop honnête, il faut me le dire. Moi, souvent, je suis souvent trop transparente. J'ai 28 ans, je n'ai pas de vie familiale, dans le sens je n'ai pas d'enfants. Je pense sincèrement aux personnes qui ont des responsabilités, que ce soit dans le privé, c'est pas que dans le monde politique. Dans le privé, les travailleurs, bref, tout le monde. Quand on a une vie familiale, j'ose imaginer que parfois, il est compliqué d'allier les deux. Ouais, c'est vrai que ça doit être extrêmement difficile d'allier son emploi avec les responsabilités qu'implique la charge d'enfant, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça que je me permets de rebondir, que ça fait partie d'un grand axe de la politique que je suis en train de mener au service notamment de nos indépendants et nos PME. Je vous parlais du congé de maternité. Eh bien aussi, on instaure dans le statut social des indépendants le congé parental. C'est le fait de pouvoir prendre quelques semaines pour se mettre en break, pour s'occuper d'un enfant. Alors, ça paraît normal, mais ça n'existait pas pour les indépendants. C'est 4 mois pour les salariés, c'était 0 pour les indépendants. Eh bien, on l'introduit progressivement parce que je crois qu'il faut travailler mieux pour gagner plus. Peut-être que vous reconnaîtrez, j'ai pas dit travailler plus, j'ai dit travailler mieux. Et pour travailler mieux, il faut pouvoir s'accorder des moments de break et des moments avec sa famille, avec ses proches, de pouvoir construire sa vie privée. C'est très important à côté de sa vie pro. Exactement. Et si vous pouviez retourner parler à l'étudiante que vous étiez il y a encore quelques années, que lui diriez-vous? Je lui dirais de profiter de ses années étudiantes,
parce que ça va la construire, les rencontres, le débat avec ses amis qui n'ont pas toujours été libérales et qui ne le sont toujours pas, mais je les aime comme elles sont. De continuer à débattre, de ne pas avoir peur de débattre, de ne pas avoir peur de revendiquer, d'être libéral. On en parlait tout à l'heure entre nous en aparté, de ne pas avoir peur, même au sein des enceintes universitaires, de le revendiquer, de continuer à accepter d'aller débattre avec les autres, ce que certaines jeunesses d'autres partis politiques semblent avoir oublié. Le débat, c'est constructeur, c'est la démocratie, c'est l'échange d'idées. Ça permet aussi de se construire soi-même et de continuer à revendiquer d'être libérale, à être militante dans ta commune, à Woluwe-Saint-Lambert, puisque tu y découvriras et tu y rencontreras des personnes extraordinaires. Je suis même maintenant conseillère communale à Woluwe-Saint-Lambert toujours. Ma commune et mon ancrage local est très important pour moi. Je lui dirais aussi de foncer dans ses carrières politiques, de foncer aussi sur l'avocature, parce que c'est ton métier, ne l'oublie jamais. Et puis, si tu connais des échecs, que ce soit dans ta vie privée ou professionnelle, notamment d'avoir doublé à l'université, ne vois jamais ça comme un obstacle, comme une impasse, mais vraiment comme un tremplin pour la suite. En parlant d'engagement, à quel moment avez-vous pris conscience que vous souhaitiez vous engager en politique ? Parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que déjà pendant vos années étudiantes, vous en aviez conscience, mais à quel moment est-ce que ça s'est vraiment concrétisé ? J'ai toujours vécu à Bruxelles, mais dans 2 quartiers, on va dire, très différents. Moi, ce que j'appelle l'ouest et l'est du canal. J'ai grandi jusqu'à mes 16-17 ans à Anderlecht et je vis maintenant depuis environ 12-13 ans à Woluwe-Saint-Lambert. J'ai pas beau être bien âgée, mais force est de constater que depuis les 20 dernières années, et depuis, ça coïncide bizarrement avec la dernière fois que le MR est rentré au sein du gouvernement bruxellois, eh bien, la région ne s'est pas améliorée, que ce soit en termes de sécurité, de propreté, de mobilité. Ici, on vit là dans le monde des blocs de béton. Moi, j'ai l'impression que ces dernières semaines, ça devient pire en pire de circuler dans cette région. On a aussi un exode de la classe moyenne. On a des entreprises qui ferment, qui font faillite, qui quittent la région, 2 à 3 000 entreprises par an. Et ça, je m'en suis rendu compte très, très, très rapidement. Encore, quand j'étais à Anderlecht, j'ai vu la classe moyenne partir. J'ai vu certains quartiers, je ne vais pas les citer, mais je vais le dire, la rue Boyer. Moi, j'habitais à côté de la rue Boyer, où il y avait encore une diversité, une offre commerciale. Et force est de constater que ce n'est plus le cas, 20 ans après. Et mon engagement a été nourri par tous ces constats et qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de pester dans mon canapé et que je me batte, en tout cas, que j'aille débattre sur comment améliorer le quotidien des Bruxelloises et Bruxellois. Parce que quand on parle de la région Bruxelles, c'est une institution, c'est pas quelque chose de tangible. Moi, ce que je veux, c'est que nos Bruxelloises et nos Bruxellois se disent qu'ils peuvent entreprendre à Bruxelles, qu'ils peuvent y vivre et trouver un logement de qualité à un prix normal et qu'ils s'y sentent en sécurité dans une ville propre où le sentiment de sécurité est là. C'est souvent quelque chose qui pêche à Bruxelles. Moi, je suis une Bruxelloise qui a toujours pris les transports en commun. J'étais à Anderlecht, Woluwe-Saint-Lambert, les lignes de métro, je les connais très très bien. Et je suis désolée, ce n'est pas normal que vous avez par exemple 55% de femmes dans les transports en commun en journée, mais quand la nuit tombe, ça passe bien plus bas que la barre des 40%. Ce n'est pas normal que ce sentiment de sécurité ne soit pas là ici, dans la capitale de Belgique, mais aussi la capitale européenne. Et mon engagement premier, c'était aussi pour de la sécurité, pour plus de sécurité pour toutes et tous, partout et à toute heure dans tous les pouces de la ville. Pour l'instant, on y travaille. Le ministre de l'Intérieur au niveau fédéral y travaille. Je ne vous parlerai pas ici de la fusion des zones de police qui, je pense sincèrement, aidera à cette lutte contre la criminalité. Je pense aussi qu'il y a un travail local à faire et je ne peux qu'appeler de mes bons voeux la formation d'un gouvernement bruxellois 600 jours après les élections. Parce que dites-moi si je me trompe, mais le sentiment de sécurité, ça découle énormément sur l'endroit où on va pouvoir rechercher son logement, surtout en tant qu'étudiant ou alors en tant que jeune travailleur. Ça devient très compliqué de trouver parfois des logements à un prix relativement accessible et dans un endroit, dans un quartier où on se sent en sécurité. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Tout à fait, et c'est pour les étudiants et puis pour notre jeune génération, cette jeune génération qui commence à travailler ici. Moi, je le vois dans mon entourage propre, souvent, la seule solution est de quitter Bruxelles. Alors que moi, je suis désolée, pourquoi je me suis engagée à Bruxelles en politique? C'était pour qu'on puisse vivre, rêver ici à Bruxelles et entreprendre et ne pas commencer à avoir des envies d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir une Bruxelles forte, une Bruxelles où on peut fonder son commerce, devenir avocate, je ne sais pas, travailler dans une entreprise, bref, où on puisse s'installer, vivre et construire sa famille. Si vous pouviez adresser un message aux étudiants et jeunes diplômés qui doutent ou hésitent encore à s'engager en politique ou même plus largement dans un projet qui leur tient à cœur, que leur diriez-vous ?
go. N'hésitez pas, si vous avez une flamme en vous, faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Alors certes, il faut toujours écouter les conseils, mais il ne faut pas toujours les suivre. Moi, si j'avais dû suivre certains conseils, notamment de mes proches, j'aurais ni fait l'avocature, ni la politique. Donc écoutez-vous et foncez. Personne ne peut vous retenir. Si vous avez envie, voilà, d'arrêter, comme je dis, cette expression de pester dans votre canapé, que vous voulez améliorer certaines choses, vous faire le porte-voix de certaines causes, n'hésitez jamais. On a besoin de vous, on a besoin d'une jeunesse forte, on a besoin d'une jeunesse impliquée en politique et également chez les libéraux. Vous savez, les jeunes émères, parfois on se dit d'être libéral et jeune, c'est pas toujours facile à dire. On est la première force politique au niveau des jeunes. Les jeunes émères, je pense que c'est 8000 jeunes, donc c'est la première formation politique jeunesse. Foncez et battez-vous pour les causes qui vous semblent justes. Merci beaucoup, Éléonore. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour ce 4e épisode axé sur votre parcours. Les étudiants ont pu en apprendre davantage sur votre expérience et nous espérons que cela pourra les inspirer. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la suite de votre parcours. Et à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast. Salut, salut!